tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le langage poétique dans les cahiers de Douai de Rimbaud. Alors, le langage poétique chez Rimbaud est finalement au croisement de plusieurs choses. Il est à la fois un auteur qui s'inscrit dans une forme d'héritage. Il reprend des choses qui appartiennent à la poésie gréco-romaine, mais aussi à la poésie classique. Il a également été grandement influencé par la lecture de ses contemporains comme Victor Hugo ou encore les sonnets des Parnassiens que lui a fait découvrir son professeur Georges Isambard. Mais au-delà de cet héritage, Rimbaud a également l'envie furieuse d'inventer une nouvelle langue qu'il définit dans la lettre dite du Voyant comme une langue de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Donc on voit la volonté d'innover avec une langue qui serait synesthésique, avec cette association des différents sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, et qui permettrait en fait de développer une nouvelle façon de penser. D'abord se focaliser un petit peu sur l'héritage auquel se rapporte Rimbaud, comment il se manifeste dans ses poèmes. Tout d'abord, on retrouve cet héritage sous la forme de la forme longue, reprise à deux moments dans les cahiers de Douai, une fois pour exprimer l'indignation dans le poème Le Forgeron, et une fois plutôt pour exprimer l'espoir dans Soleil et chair. Il n'y a rien d'étonnant en fait dans les deux cas, parce qu'il y a une sorte de volonté de souffle un peu épique dans ces deux poèmes, soit pour dénoncer les abus de pouvoir des monarques dans le Forgeron, soit au contraire pour magnifier et faire l'éloge de la nature et de cet amour païen à travers la mythologie qui est évoquée dans Soleil et chair, pour l'opposer au contraire à l'aspect plutôt mortifère du christianisme selon Rimbaud. Autre marque de l'héritage littéraire de Rimbaud, c'est le recours très fréquent au sonnet dans son recueil. Et on fera un cours en particulier en classe sur le sonnet. Le choix des thèmes, là aussi, est le reflet de ses inspirations. Des thèmes qui sont parfois tirés de la mythologie, on vient de le voir dans Soleil et chair, de souvenirs historiques, comme dans Le Forgeron, et aussi de ses lectures. On peut citer un autre texte de Rimbaud, Le bal des pendus, dont la danse macabre qu'il décrit s'inspire à la fois de la ballade des pendus de François Villon et du romantisme noir. Je vous en ai mis un extrait. Hourra, la bise siffle au grand bal des squelettes, le gibet noir mugit comme un orgue de fer, les loups vont répandant des forêts violettes, à l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer. Alors, pour évoquer en quoi Rimbaud rompt avec la tradition littéraire, on va voir qu'il y a plusieurs domaines où cela se manifeste. Tout d'abord, au niveau de la versification, et notamment dans la versification du sonnet. Déjà, dans les quatrains, les rimes sont souvent croisées au lieu d'être embrassées, et ces rimes sont différentes dans chacun des quatrains. Dans chaque strophe, en fait, il va changer les rimes, ce qui n'était pas du tout le cas dans un sonnet traditionnel. Je vous demande pour cela de relire Le Dormeur du Val ou Au Cabaret Vert pour avoir des exemples précis. Parfois, il va aussi modifier l'orthographe pour satisfaire la rime et pour renforcer en fait le lien entre le son et l'œil. Donc par exemple dans la Malines, je ne sais quel mais pourrait rimer avec parfumé, alors que mais devrait s'écrire METS. Et parfois la rime fonctionne pour l'œil mais pas pour l'oreille. Par exemple dans Soleil et chair, entre deux strophes, on a la grande Vénus et son venu. Donc au niveau visuel, Vénus est venue, ça se correspond, mais vous entendez bien que à la fin de Vénus, on prononce bien us, et par contre, le S est muet dans venu. Au niveau des rythmes aussi, il va opérer de nombreuses ruptures.
Tout d'abord, il va multiplier les rejets, les contre-rejets, les enjambements. On a déjà eu l'occasion aussi de travailler sur cette particularité des rythmes des vers de Rimbaud en classe. Donc je vous demande de vous rapporter aux exercices que l'on a pu faire et aussi de relire les poèmes Vénus Anadyomène ou encore Au cabaret vert, où il y a de multiples exemples de ces ruptures au niveau du vers. On remarque aussi qu'il ne respecte pas souvent la césure et qu'il va préférer des coupes secondaires. Je vous ai mis 2 exemples parmi d'autres très nombreux. Par exemple, il fait une césure au niveau de la préposition, d'une préposition qui ne fait qu'une syllabe. C'est le cas dans le mâle avec « siffle tout le jour par le ciel infini du ciel bleu ». La césure tombe au niveau de « par ». Il le fait également au niveau d'un pronom préverbal et là aussi c'est pas correct normalement. Là on est dans ma bohème, comme des lyres, je tirais des élastiques et la césure tombe au niveau du je. On peut remarquer aussi certains poèmes qui sont totalement entrecoupés par de la ponctuation avec des tirets et des points de suspension. C'est le cas par exemple dans l'éclatante victoire de Sarrebruck. Enfin, on peut remarquer que Rimbaud est aussi très inventif en matière lexicale et qu'il ne va exclure aucun mot de ses poèmes. On retrouve par exemple des mots archaïques ou faisant partie du patois, comme épeuré ou maline au lieu de maligneux dans la maline, pour maiser ou le feu qui claire les couchettes, encore là, vous voyez des termes archaïques et patoisants. Il emploie aussi des familiarités sous la forme parfois d'interjections et d'onomatopées. Hop, peu, un, oh là là, nous chantions tralala. Il évoque aussi les piou-piou, qui est le surnom que l'on donne aux jeunes soldats. Et il les évoque en train de fumer des roses, et les roses sont une métonymie pour évoquer des cigarettes peu coûteuses. Il emploie également des néologismes, par exemple avec le verbe robinsonner dans roman, et bien entendu aussi des grossièretés, merde, putain dans le forgeron, et la rime entre Vénus et Anus dans Vénus Anadyomène. Finalement, les cahiers de Douai sont une voyance en devenir dans le sens où on n'a pas encore les fulgurances que l'on va avoir par exemple dans Illumination ou dans Une saison en enfer, mais est déjà en germe ce rêve d'une langue qui englobe tout l'univers et qui restitue un élan de vie. Cela peut se voir à travers la syntaxe qui se brise, par exemple dans Riant à moi, brutal d'ivresse, qui te prendrait, comme cela, la belle tresse, eau qui boirait. Donc là, on voit vraiment cette syntaxe brisée. Les verbes de mouvement qui nous montrent cette envie d'aller vers une autre langue, de découvrir autre chose. Donc le verbe aller, marcher, s'avancer, monter, glisser. Et la place importante des couleurs et des synesthésies, on l'a vu tout à l'heure dans la langue qu'il souhaite atteindre, en résumant tout, son parfum, couleur, etc. On l'a par exemple dans ce passage du cabaret vert, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Là on voit bien tout ce qui relève de la vue, avec le champ lexical des couleurs, rose, blanc, mais aussi l'évocation de doré et d'un rayon de soleil. On a le goût qui est présent avec l'idée du jambon, goût qui est présent avec l'ail mais qui sollicite également l'odorat avec le participe passé parfumé. Et on peut aussi avoir le toucher avec la mousse de la chope immense. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.